Bonjour à toutes et à tous, on va commencer assez vite parce qu'on est un peu à la bourre. On va parler de comment un grand groupe comme la Maïf peut devenir un éditeur de logiciels open source. Donc ça coule pas de source quand on fait de l'assurance. Déjà la Maïf, alors là, je ne sais pas si vous m'entendez bien quand je suis loin du micro comme ça, c'est cool. Déjà la Maïf, alors qu'est-ce que c'est la Maïf? Je pense que vous connaissez globalement, c'est une assurance. C'est la pionnière des mutuelles en France, créée en 1934. Donc quand on parle de mutuelle, on voit tout de suite la correspondance en termes d'ADN avec ce que peut être un logiciel open source et le partage des communs. Donc ça a son importance dans la suite. Alors, moi je m'appelle François Demier, je suis architecte à la Maïf, du coup je m'occupe aussi de la partie stratégie open source avec Frédéric qui est là. Et j'ai mis mon Twitter, j'aurais pu mettre mon mastodon, mais comme c'est à la mode, mais j'ai pas retrouvé mon identifiant. Donc je l'ai pas mis. Alors, un premier truc que je voudrais dire déjà, c'est que développer des logiciels open source quand on est une boîte, quand on n'est pas une boîte technologique, quand on est une boîte qui fait de l'assurance ou du tertiaire, c'est pas du tout un objectif en soi. Ça sert à rien de le faire pour le faire, mais c'est une opportunité à saisir. Suivant en termes de qualité de développement, il y a plein de critères comme ça qui peuvent nous amener à aller vers ça. Mais il faut surtout pas se dire un jour, tiens, on va faire l'open source, qu'est-ce qu'on doit faire pour devenir éditeur open source? C'est plus, on fait du logiciel, on fait du code, et après on se pose la question si c'est intéressant d'être open source. Ça commence comme ça, vraiment le processus. On a un besoin technique chez nous, on a un besoin de développer quelque chose, un vrai besoin auquel il faut répondre. On développe un logiciel pour y répondre. Dans le développement de ce logiciel, on a l'ambition de le faire bien, donc on se dit on va le faire hors contexte Maïf, on va faire un truc agnostique de tout le contexte technique, tout le contexte legacy. On fait une brique qui est indépendante, on mettra des modules dessus pour la brancher surtout sur nos spécificités Maïf historiques. Et du coup, on développe de façon générique, un peu avec dans la méthode, même en interne, dans une méthode de développement open source quelque part, avec cette exigence-là. Et c'est après coup, une fois qu'on a terminé notre truc, qu'on l'utilise nous en production. Parce qu'il faut qu'on fasse un truc qu'on utilise en production, si on veut, enfin, ça me paraît un peu légitime si on veut l'open sourcer plus tard, même s'il y a des gros projets open source aujourd'hui très utilisés qui ne sont même plus utilisés par leurs créateurs, il y en a beaucoup. Pour nous, ça nous paraît, c'est qu'à ce moment-là qu'on se pose la question, est-ce que ça vaut le coup d'être open sourcé? Et ça va être quoi les avantages, ça va être quoi les inconvénients? Et est-ce qu'on fonce ou est-ce qu'on s'arrête là? Typiquement, en termes d'avantages, on peut imaginer tout ce qui est l'engagement du développeur qui bosse sur le sujet. C'est super, en termes de reconnaissance, c'est super intéressant d'aller dans un vrai projet open source et d'être responsable de ce genre d'initiative. Il y a aussi tout ce qui est donc reconnaissance de la marque Maïf en tant qu'employeur IT. Parce que mine de rien, trouver des bons développeurs motivés à bosser dans une assurance, c'est pas si simple que ça. Donc montrer qu'on fait de la techno sympa, de la techno moderne, et qu'on se différencie par ça, et qu'on a une ambition de montrer notre travail d'informaticien, qu'on est fier de travail d'informaticien qu'on fait à la Maïf, qu'on veut le partager, qu'on veut que d'autres en bénéficient. Mine de rien, ça améliore vachement notre marque employeur. Et c'est encore une fois, en termes d'ADN Maïf, contribuer à des logiciels open source, au partage de l'effort commun en fait, pour le bénéfice de tous. C'est typiquement dans les valeurs fondatrices de notre mutuelle. Donc on s'inscrit vraiment dans une vraie stratégie d'entreprise aussi, qui est une entreprise à mission avec la mise en avant des biens communs et comme c'est écrit, l'attention sincère portée à l'autre. La vraie volonté d'apporter du bien, d'apporter quelque chose de positif au monde. Après, une fois qu'on a choisi d'éditer un logiciel en open source, il y a des parties moins marrantes qui arrivent. Typiquement, se prendre le temps, pour se prendre le chou pour savoir dans quel cadre légal on va publier nos efforts, donc publier notre travail. Alors nous, ce qu'on a fait, on n'a pas forcément attendu les juristes. Enfin, on a bossé avec les juristes évidemment, mais on a commencé par proposer quelque chose. C'est-à-dire qu'on s'est inspiré des logiciels qu'on aimait, qu'on utilisait. On s'est inspiré mine de rien, on a quand même des développeurs qui avaient une certaine expérience du monde de l'open source, qui connaissent un peu ce que c'est Apache 2. Et du coup, on a dit, nous, ça correspond, on a regardé, ça correspond à ce qu'on veut faire. Donc on a été vers les juristes avec la proposition de publier nos trucs sous licence Apache 2. On n'a pas attendu que les juristes épluchent tous les types de licences possibles et d'avoir leur préco. On leur a proposé quelque chose. Ça a été vraiment tracté côté développeur, en fait. C'est ça qui est un peu marginal dans notre démarche. C'est vraiment tracté côté dev. Tout a été tracté côté dev. On verra même la com tout à l'heure. C'est le slide d'après, du coup. C'est-à-dire que même la com, la façon dont on a nommé nos logiciels, la façon dont on les a rendus, leur mettre toute une identité visuelle, tout un univers, en fait, ça vient des devs. Encore une fois, on n'a pas attendu la com Maïf, on n'a pas attendu de passer passer une commande au studio de création Maïf, machin. On est parti d'un délire d'une équipe de dev, en fait, d'une petite équipe, et qui s'est dit, tiens, nous on aime bien un peu le monde manga, un peu le monde comme ça, et si les logiciels qu'on développe, on ne leur donnait pas des noms là.
des noms inspirés de ça, sachant que chaque nom en fait correspond à la fonctionnalité du logiciel dans les types de divinités japonaises en fait. Otoroshi, c'est un reverse proxy qui gère des API. Ben, en gros, en vrai, dans l'histoire, dans la mythologie japonaise, c'est un espèce de monstre qui est à l'entrée des temples et qui empêche les mauvais esprits de rentrer dans le temple. Donc pour un reverse proxy d'entrée de notre plateforme web, c'était plutôt bien trouvé. Mais c'est vraiment les devs qui se sont appropriés ça en fait. Et tout le concept est tracté par les devs du début à la fin. C'est ça qui est intéressant. L'étape d'après, qui n'est pas la plus facile, qui est sans doute même la plus longue, c'est de faire infuser en interne. Quand je parle de faire infuser en interne, c'est déjà que, encore une fois, que nous en interne, on utilise notre propre production, qu'on utilise dans nos infrastructures les logiciels qu'on a développés. Je trouve ça super important. Faire infuser, c'est aussi à partir de la petite initiative d'une équipe de dev qui a fait une brique technique et qui l'a open sourcée, essayer d'entraîner avec nous, de permettre à d'autres équipes dans la DSI de se lancer dans cette démarche aussi avec leur propre identité, leur propre façon de faire. Et typiquement, comme ça, nous, on a eu, après les premières briques techniques là, je vous ai montré tout à l'heure, les logiciels d'après qui ont été open sourcés. Je parle en termes d'éditeurs, hein, pas de contribution quoi, mais en termes vraiment d'éditeurs logiciels. C'est des briques autour de l'IA et de la data. Et c'est pas du tout la même équipe. Mais ils se sont appropriés un peu l'initiative et ils ont su ça a essaimé chez eux, en fait, et ils ont su la saisir et la faire grandir de leur côté. Sachant qu'au fur et à mesure de ça, au fur et à mesure qu'on a sorti des projets, qu'on a sorti des logiciels, on a su aussi mettre en place tout l'accompagnement autour et outiller la démarche. C'est ce qui est le plus important au bout d'un moment, en fait. C'est que si chacun se casse les dents sur les mêmes sujets, c'est pas très intéressant. Donc du coup, on est arrivé avec petit à petit, on a construit cette gouvernance open source, mais nous, c'est pas là où, par rapport aux autres exemples que j'ai eu beaucoup aujourd'hui, on n'a pas passé des heures à penser une gouvernance avant d'agir, on a fait quelque chose et après on a posé une gouvernance dessus en fonction de notre expérience. C'est une démarche un peu différente. Et du coup, sont arrivés au fil des mois et des années une charte open source qui détaille exactement qu'est-ce qu'on veut faire en tant qu'éditeur, mais aussi en tant que contributeur, en tant qu'utilisateur, ça va au-delà. On a sorti aussi un guide d'ouverture qu'on peut appeler un starter pack. J'ai vu que c'était BNP tout à l'heure qui avait fait la même chose. C'est ça, c'est BNP BPCE, pardon. Et du coup, on a un starter pack qui fournit tous les fichiers de base, genre le manuel de contribution, enfin tous ces trucs-là. C'est détaillé, il n'y a plus qu'à changer les noms, on a tout fourni. Qui dit aussi ce qu'il faut faire, comment je m'y prends pour effacer tout mon historique Git avant de publier la première release en open source. Parce que mine de rien, quand il y a des trucs qui sont faits un peu crades au début, on peut laisser des traces qu'on n'a pas envie de publier. Donc il y a tous ces trucs-là. Tout un jeu de templates, comme j'ai dit, pour le contributing.md, pour tous ces fichiers de licensing et tout qu'on veut rajouter, machin. Tout est fourni, en fait. Il y a un repo GitHub qui est ouvert chez nous et les personnes peuvent s'approprier dedans tout ce qu'ils veulent rajouter dans leur projet. Nous, l'outillage, voilà, on ne l'a pas fait avant, c'est au fur et à mesure qu'on l'a construit. Il n'est même pas fini, parce qu'on est encore en train de découvrir des trucs. Mais c'est vraiment construit au fur et à mesure de l'expérience qu'on a eue au sein de la MEIF. Alors, maintenant, on en est à un point où on a commencé en 2018 à se lancer. 2017 même. Donc c'est long. Et c'est le temps d'après, j'appelle ça. Et c'est pas le plus simple non plus. C'est pas parce qu'on a open sourcé un truc que c'est fini. Loin de là, en fait, c'est que le début. Et c'est de même le plus compliqué, c'est maintenant. Genre, à chaque fois qu'on fait une release, il faut publier un changelog, il faut communiquer dessus, il faut informer les gens dessus. Il faut publier une roadmap pour essayer de montrer que le produit a une ambition, que le produit va aller au-delà de ce qu'il est aujourd'hui. Parce qu'en fait, typiquement, la version 1 du produit, c'est pas la version qui aura du succès. D'ailleurs, la version 2.8 a de grandes chances d'être mieux que la version 1, en fait. Mais du coup, ça se fait dans le temps. Ça avance. Et il faut arriver à mettre beaucoup d'énergie pour se faire connaître, pour promouvoir notre travail. Alors ça peut être comme notre présence ici, ça peut être notre présence... On a fait des Vox, on a fait des trucs à Montpellier, à Nantes. On s'est promené un peu partout pour montrer ce qu'on faisait, pour montrer l'intérêt. On a fait des meet-up aussi, on a fait plein de choses. Mais en fait, ça, il ne faut surtout pas sous-estimer le temps que ça prend et l'énergie qu'il faut y mettre. Parce que quand on fait une présentation, on ne le fait pas à l'arrache. Quand on fait une démo, quand un développeur fait une démo, ça se bosse et c'est un truc de fou. Ça prend des jours et des jours à bosser une démo pour qu'elle soit nickel. C'est vraiment des choses qui, même répondre aux réseaux sociaux, publier sur les réseaux sociaux qu'on a fait une nouvelle version qui est disponible, répondre aux issues. Typiquement, avoir une issue qui est ouverte pendant 3 mois, qui n'est pas de réponse, il ne faut surtout pas faire ça. Mais ça, il faut avoir du temps de dispo, il faut avoir une rigueur pour y répondre. Répondre aux questions qu'on peut avoir sur tous les canaux possibles. C'est vraiment c'est le nerf de la guerre, en fait. C'est le temps d'après. C'est une fois qu'on a ouvert notre truc, qu'est-ce qu'on fait pour que notre produit persiste et pour qu'on puisse avoir des utilisateurs, avoir des contributions en retour, ce qui est sans doute le plus dur, sachant qu'un
des projets comme nous qui ont 4-5 ans, c'est encore très jeune pour des projets open source, donc on n'a encore pas tant que ça de retour, hein. C'est l'étape la plus dure à franchir. Et comment on fédère les gens, faciliter la contribution, comment on fait en sorte que ça soit facile pour quelqu'un de s'approprier le code d'un logiciel qui fait 3 millions de lignes, 5 millions de lignes, 6 millions de lignes, et d'y contribuer. Et c'est pas simple du tout, en fait. Si le logiciel n'est pas proprement développé, avec un code bien structuré, bien rangé, c'est illisible. On peut pas, la personne va essayer de lire le truc, elle va rien comprendre, elle va pas aller plus loin. Donc, il y a vraiment une vraie rigueur dans le code. Le documenter à fond aussi. Les premières contribs, ça sera forcément des fixes de typo sur la doc. Tu vois, en gros, j'ai oublié un S à mon pluriel. Mais il faut accepter ça, c'est comme ça. Et il faut être d'une rigueur dans la documentation pour que les gens puissent s'approprier votre boulot. C'est un truc, c'est très, très, très exigeant. Donc tout ça, c'est vraiment nous, je pense, c'est le truc qu'on apprend encore à faire à la Maïf, parce qu'encore une fois, on est jeune dans notre expérience. On apprend ça, on n'est pas toujours parfait, loin de là, mais je trouve que ça va dans le bon sens en fait. Mais il ne faut surtout pas sous-estimer le temps que ça prend et l'énergie que ça peut prendre, la patience que ça peut prendre aussi. Parce que c'est souvent bienveillant, mais pas toujours. Donc il faut s'attendre aussi des fois à avoir des gens qui attendent de vous que vous fassiez quelque chose parce que c'est eux qui le réclament. C'est pas forcément facile à accepter. Mais la plupart du temps, c'est des questions posées gentiment avec qui ont des vraies remarques constructives. Donc c'est plutôt cool. J'étais super vite, on a fait 12 minutes, mais il me reste un slide. Du coup, pour conclure, si vous allez sur Maïf GitHub IO, vous aurez l'ensemble de notre catalogue maintenant, au bout de 5 ans, qu'on est éditeur open source. Alors là c'est vraiment, on ne parle pas de contribution qu'on peut faire à des acteurs, à des projets open source qui ne sont pas chez nous. C'est vraiment, ce site recense vraiment nos trucs dont on est éditeur. Donc il peut y avoir des librairies Java qui permettent qui facilitent l'implémentation de l'event sourcing dans votre appli. Donc c'est TOT en haut. Il y a des briques d'intelligence artificielle, que ce soit pour le routage de mails automatique, la reconnaissance la qualification automatique des emails pour permettre un routage efficace. Il y a aussi des choses autour de l'explicabilité des algorithmes d'IA. En gros, pour que quand vous avez un scoring ou une recommandation qui arrive en fonction d'un algorithme d'IA, que la personne, le gestionnaire qui a ce scoring, qui dit tiens, lui je peux lui proposer tel contrat, qu'il sache pourquoi en fait. L'algo d'IA lui a dit ça. Donc, il y a une brique qui est faite pour ça en fait. Il y a une librairie qui est faite pour expliquer pourquoi l'algo prend une décision. Il y a aussi une brique qui est là pour... donc ça c'est Chapache. La brique Euribia, la deuxième, c'est un concept d'IA, c'est la dérive des algorithmes. En gros, quand vous avez entraîné un moteur avec un dataset de départ, votre dataset, peut-être que 2 ans après, il n'est plus d'actualité. Parce qu'il y a des choses qui ont changé dans le contexte. Et du coup, cette librairie-là, elle est censée détecter qu'il y a un problème avec votre dataset et qu'il y a un drift, en fait. On appelle ça un data drift. Et il y a donc c'est ce genre de truc. Il y a aussi tout l'écosystème autour de notre plateforme web qui est Autoroshi, qu'on a vu tout à l'heure, les reverse proxy. Izanami, qui est une brique qui facilite l'implémentation du feature flipping et de tout ce qui est A/B testing sur vos applis. Daikoku, qui est un portail qui permet qui permet d'exposer un peu à des développeurs les API que vous avez, notamment exposés par Autoroshi, mais exposés au terme marketing un peu. C'est-à-dire qu'on peut se connecter à ce portail et dire moi en tant qu'acteur, je veux distribuer tel contrat Maïf, il y a cette API-là qui est disponible, je m'inscris sur cette API et je paye, je prends un plan payant par exemple pour distribuer machin, et je peux implémenter cette API dans mon code à moi. C'est un portail développeur pour les API Maïf en fait. Vous pouvez en avoir l'exemple sur, je crois que c'est développeur.api.maïf.fr. Vous pouvez déjà avoir les API de tarification des devis camping-car, trucs comme ça. Où il y a juste à s'inscrire, on obtient une clé d'API, qui est validée par une équipe ou quoi, et on peut du coup mettre dans son parcours en tant qu'acteur tiers une tarification de devis pour les camping-cars. Voilà, c'est ce genre de choses. Nuo, c'est une solution qui permet de gérer les données personnelles des gens et de répondre aux exigences de l'RGPD, mais de façon centralisée dans l'entreprise. Donc vous voyez qu'en 4-5 ans, on a un truc qui s'est étoffé, qui a touché la DSI tout entière en fait. Donc ça, c'est déjà la plus grosse fierté de notre initiative, c'est qu'on a réussi à faire marcher un truc en interne. Merci à toutes et à tous. Du coup, le timing est pas mal. J'ai 15 minutes. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci François. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Bon, comme tu as été très rapide, j'ai 2 questions. Ouais,
Vas-y. La première, c'est à quoi ressemble votre communauté aujourd'hui, comment elle est structurée et puis qu'est-ce qu'elle vous apporte concrètement? Première question. Ouais. Deuxième question, c'est en quoi, est-ce que le reversement de code, c'est un vrai différenciateur aujourd'hui pour la Maïf par rapport à ses concurrents? C'est-à-dire qu'on voit pas mal d'open source dans le monde bancaire aujourd'hui, dans le monde assurantiel moins, voire beaucoup moins. Et quel est le retour marché, si tu veux, que tu pourrais tirer de ça? Aujourd'hui, sur la partie communauté, ce qu'on remarque beaucoup, déjà, il y a plus d'activités sur les briques IA data. Parce que c'est un truc qui est le vent en poupe, là, toi, vraiment, dans les années 2019-2020, quand on arrive avec Mélusine, quand on arrive avec... donc c'est le truc de routage d'email, Mélusine. En fait, on a plus vite trouvé des acteurs comme nous qui étaient intéressés par ça. Et du coup, il y a plus eu de... Je crois qu'il y a Société Générale qui a contribué dessus. Il y a des acteurs comme ça, parce qu'on avait des intérêts communs. Par contre, on n'a pas de contribution individuelle d'un gars au Pakistan. C'est pas ça. On a des acteurs un peu proches de nous qui ont contribué dessus. Après, en vrai, on a des contributions, à la limite, par rapport à des besoins internes qui évoluent, comme on l'utilise. On peut avoir à l'extérieur, on a très très peu de contributions en code pur, en fait. À part du coup des acteurs comme ça où on peut faire un espèce de partenariat parce qu'ils utilisent la brique et tout. Encore une fois, on est jeunes, faut qu'on prouve que ça... On voit qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs. On a des façons de voir ça vite fait, même si on ne sait pas identifier les personnes, hein, on n'a pas le droit. Enfin, on ne cherche pas à faire ça. On voit qu'on a de plus en plus de téléchargements, de plus en plus de choses comme ça. Après, la contribution pure en termes de feature, une grosse feature qui est livrée ou un gros... ça, on n'a pas encore... on avait eu quelque chose, typiquement, sur les trucs classiques, genre rajouter un connecteur, c'était pas PG à l'époque sur Izanami, c'était un connecteur sur une autre base de données, je crois que c'était sur MariaDB, on n'avait pas de truc SQL pur. Donc il y a quelqu'un qui avait fait ce connecteur-là, qui nous l'avait relivré. Mais ça reste des trucs, on n'a pas une activité de ouf là-dessus. C'est 0,1%. Ce chiffre qui est donné par RTE ce matin, c'est les contributeurs en fait au cœur des solutions qui proposent les licences open source. Par rapport aux 99% d'observateurs qui font... Ouais. Ça ne m'étonne pas. Je pense qu'on est à peu près dans... on ne doit pas être loin de ces proportions-là. Une autre question? Pas de questions? C'est bon. Merci Merci à vous. François.